Vous écoutez l'émission Art Racaille qui va occuper son temps de parole pour vous narrer une expédition punitive que nous avons faite au Petit Palais pour regarder l'exposition Les impressionnistes français à Londres. Voilà. Artiste en exil. Artiste en exil, ajoute ma camarade, qui peut pas s'empêcher de la ramener tout le temps. Ouais, là je la ramène parce qu'en fait je trouve que le titre Texte Exposition est un titre un peu racoleur, parce qu'en fait c'est pas du tout une exposition sur les impressionnistes. Il y a Monet, Pissarro, Sisley, il y a quelques toiles, mais le sujet de l'exposition effectivement est plus ces artistes qui ont fui Paris après la guerre contre les Prussiens et la Commune, et les liens qu'ils ont pu tisser en Angleterre, l'accueil qu'ils ont reçu en Angleterre. Pour chercher une lecture, en fait, du coup j'ai voulu aller voir du côté des artistes qui avaient décrit un peu Londres au XIXe siècle. Et en fait, le plus intéressant, forcément, c'est Jules Vallès, qui a participé à la Commune de Paris et qui est parti en exil à Londres à la fin de la Commune, et qui a écrit un livre qui s'appelle La rue à Londres. Donc en fait, c'est le 27 août 1876, dans l'événement il y avait sur le titre La rue à Londres paraissait un article d'une longue série, et cet article était signé Z. Alors, qui était donc ce Z? Ce Z, c'est ce communard qui d'abord avait été passé pour mort, tué pendant la semaine de mai, mais qui en réalité était réfugié à Londres, où il gagnait donc péniblement sa vie. C'était donc Jules Vallès. Donc Vallès avait visité l'Angleterre une première fois en 1865, et après 3 semaines de séjour à Londres, il s'est aperçu que pour pouvoir parler de l'Angleterre, il fallait y passer 10 ans. Il va pas en passer 10, mais il en passera au moins 9 dans ce Londres qu'il veut faire connaître. Donc voilà, le livre qu'il va écrire, c'est une série d'esquisses. Il y a plusieurs chapitres qui sont racontés par ce voyageur qui est curieux, qui est observateur. Donc il met ses idées personnelles, mais on sent aussi surtout que il y a pas mal de haine, de violence. En fait, on sent quand même tout ce communard exilé, tout ce ressenti, toute cette douleur d'un communard exilé. Donc Vallès ne va pas décrire les sites touristiques, bien sûr, mais plutôt l'East End londonien, c'est-à-dire les hommes, les femmes, la misère, les ouvriers, l'alcoolisme, et il regarde ça avec un regard de communard, donc il fait sans concession. Donc les chapitres sont quand même plutôt douloureux, et finalement à la fin du livre, Vallès conclut quand même en disant que ce qu'il a aimé à Londres, c'est une certaine liberté, une liberté d'expression, une liberté politique, une liberté d'éducation, et cette absence de contrôle des douaniers, puisque tout le monde pouvait arriver à Londres, qui effectivement à l'époque de toute façon est une ville qui avait énormément grossi et qui avait aussi besoin de main-d'œuvre ouvrière, quoi. Donc je vais lire un extrait du 2e chapitre de ce livre qui s'appelle La rue à Londres. Le chapitre s'appelle La rue qui marche, et en fait qui a trait à la Tamise, et c'est ce qu'on a pu voir dans l'exposition, que vraiment cette Tamise était un sujet d'inspiration fort pour les artistes. Donc la rue qui marche. Elle commence on ne sait où, elle finit on ne sait comment. Elle n'est pas ainsi que les autres, inflexible et droite. Ce ne sont pas les Anglais qui l'ont faite, elle est venue au monde telle qu'elle est. Elle s'étirera toujours comme un serpent galeux à travers la ville. Dans cette rue viennent s'engouffrer à chaque marée qui arrive des millions en barils et en sacs. Elle rejette elle-même à chaque marée qui part des richesses sans fin. Elle vomit du coton, du drap, de l'acier, du fer. Elle s'appelle la Tamise. Toutes les contrées fameuses ont leurs fleuves, la Volga, le Danube, le Tibre, la Seine, avec des rayons de gloire pour dorer leurs flots. La Tamise se contente d'être un chemin, et par ce chemin-là s'avance à coups de rames ou voiles au vent tout l'esprit de la race et toute la fortune de la nation. En artère énorme qu'elle est, elle coupe Londres en 2 branches, dont chacune a sa physionomie violente. À droite, la fièvre des affaires et le flamboiement du luxe. À gauche, les usines tristes, le travail dur, presque la province. Il y a l'autre côté de l'eau, comme chez nous. Et par où entre-t-on dans cette rue? Par ici. Montons sur un de ces omnibus à cheminée qu'à Paris, où il y a un soleil, on appelle des hirondelles, et qu'ici on nomme simplement penny boats, bateaux à 2 sous. Le vapeur n'est pas encore là. Je prends mon billet au guichet et j'attends à l'embarcadère. Les hommes qui font le service ressemblent aux mariniers de Lyon ou de Bercy, mais comme une goutte d'eau de la Tamise ressemble à une goutte d'eau de la Seine. Ils sont encore plus roux, plus muets, plus lents.
Accrochés près d'une corde, j'aperçois 2 grands ronds jaunes sur lesquels est écrit « Thames Conservancy, protection de la Tamise ». Le steamer, en route les voyageurs pour Volvic. Nous sommes au large, personne ne parle. Quelques amoureux se content tout bas ce qu'ils ont à se dire. On n'entend que la voix du call-boy. C'est le moutard de 12 à 15 ans qui, placé près du capitaine, suit sa main droite des yeux et, d'après le mouvement des doigts, transmet les ordres à la machine qu'on peut voir s'essouffler en se penchant. Le mécanicien a la tête honnête et mâle de tous ceux qui travaillent le feu et qui approchent des brasiers. Le capitaine, vulgaire d'allure, paraît minable. Pas un galon, pas un bouton qui indique son rang et luise sur un coin de sa redingote râpée. Quand il a le chapeau haute forme, il ressemble à un clerc en dèche. Quand il a un bonnet de naine, un conducteur de coucou. Mais il n'a jamais l'allure du marin. Les gens de mer le méprisent et l'appellent landlubber, matelot d'eau douce. Il s'assied tranquillement sur le pont quand tout va bien, et il aime à tourner ses pouces et se faire les oreilles. Quelquefois, il descend dans la machine pour grignoter un petit steak sur le grand feu. Et tandis qu'il retourne sa viande, le bateau arrive au pier, le débarcadère, et mal conduit par des servants du bord, va donner de la tête dans la proue d'un camarade. L'homme remonte lentement, ce ne serait pas anglais de se presser, mais dès que tout a repris son petit train, après quelques éclats de sapin et quelques éclats de voix, il descend vers le call-boy et lui administre une volée. Et ce n'est rien encore. Gare quand il arrivera à Volvic. J'ai vu cette scène hier même et le call-boy beuglait comme un veau. Cela déridait un peu les passagers. Il n'est pourtant pas facile de les faire rire. Et comment voulez-vous qu'il soit gai sous ce ciel sur ce fleuve? L'eau de la Tamise est couleur de fange et le ciel est couleur de tombe. C'est comique à force de tristesse, vraiment. Et si l'on n'était pas forcé de vivre longtemps dans ce pays qu'on me fit que passer, on s'amuserait de ces fonds sinistres comme d'un décor bâti par un mystificateur funèbre. À sa source, la rivière est claire, je l'espère. Ici, elle est trouble et vile, comme si l'on avait lavé dedans toute la vaisselle d'une armée, comme si l'on y avait vidé les rinçures de tous les hôpitaux de la chrétienté, les ordures de tous les bagnes du monde. Elle est sale de toutes les crasses des pauvres qui descendent le soir nettoyer leurs pieds, noyer leurs poux. Elle est sale de la sueur des mâles qui travaillent à pousser des barques ou à emplir les docks. Le flot a des reflets jaunâtres comme de l'or brut. Et en effet, il charrie des millions. Sous la lueur oblique du soleil qui s'accroche à des cuivres, il y a des teintes rougeâtres, comme on aurait le soir une rivière longée par une bataille et dont le lit serait fait de charbon pétri de sang. La rame entre dans cette glu comme une cuillère dans une soupe au jambon. Quand un suicidé s'y jette, cela fait flouf et non flac, un bruit d'huile creusée par la chute d'un fils de la libre Angleterre. Merry England, Britannia forever. Cette eau ne reflète rien. Elle est comme le visage des Anglais. Ouais, c'est l'époque où ce grand écrivain anglais a décrit cette société. Dickens, non. Dickens, cette société misérable, vraiment, parce que la misère ouvrière en France c'était déjà pas triste, mais alors en Angleterre, particulièrement à Londres, ou même Glasgow, ou même tous ces coins-là, c'était effrayant. Voilà. Il y avait une surpopulation, comme l'a expliqué ma camarade, de main-d'œuvre pour les usines, les fabriques, etc., etc. Et tout ça, ça vivait dans des garnis immondes, ça bouffait une nourriture aussi immonde que le garni dans lequel ils essayaient de roupiller. Voilà, tout ça, c'était des immondices. et la Tamise en était le reflet. Ouais, alors c'est intéressant que Vallès ait écrit ça, parce qu'après sa biographie, justement, l'enfant, le bachelier et l'insurgé qui raconte son engagement pendant la Commune, ça complète complètement cette partie de sa vie, quoi. Tout à fait, oui. Alors, oui. Non, je veux dire que sur Internet, j'ai trouvé ce livre, il est sur Gallica, donc il est en accès libre. Hein. On peut le trouver, donc il y a des superbes illustrations, il y a 22 eaux fortes qui ont été faites par Lançon. Lançon est un communard qui avait fait 6 mois de prison, donc c'est vraiment, j'ai mis le lien sur notre blog, on peut le lire complètement. Il fait de cadeau effectivement à personne, hein. C'est une lecture qui est un peu difficile, mais c'est bien de pouvoir se plonger là-dedans. Ce que ne fait pas du tout l'exposition. L'exposition n'est pas du tout dans ce monde. Il y a quelques peintures, mais bon, c'est quand même assez. Non, c'est ça qui est un peu décevant dans ce genre d'exposition. C'est
on a patte avec les impressionnistes à Londres. Mais bon, les impressionnistes font leurs petits paysages qui sont d'ailleurs pas terribles, de mon point de vue en tout cas. Voilà. Et ils ignorent complètement cette misère terrifiante qui règne dans cette métropole. Voilà. Ça, c'est un peu quand même un petit peu déprimant de penser que même Pissarro, qui était un anarchiste, bon voilà, il n'en parle pas. Ils ont même pas essayé de peindre cette effrayante descente aux enfers. Non, pas du tout. Non, ils faisaient la Tamise, le soleil couchant, les machins, les trucs. Ouais, les jardins. Les jardins, ça fait grossement chier. Ouais. Alors par contre, il y en a un qui a représenté tout ça, c'est Gustave Doré, qui a fait un livre qui s'appelle London a Pilgrimage, oui. donc un pèlerinage à Londres. Et lui, en fait, est allé à Londres. Il a été guidé par un ami qui s'appelle Blanchard Gérold, qui était journaliste au Daily News. Et en fait, ce journaliste connaît parfaitement Londres. Il a guidé Gustave Doré. Et dans l'exposition, justement, je crois, il y a deux gravures qui représentent effectivement ces quartiers de East End londoniens avec ces ouvriers. Et donc, Blanchard Gérold avait proposé en 1869 à Gustave Doré de faire un livre justement sur ce Londres et donc en le promenant dans tous ces quartiers, quoi. Et donc là, c'est très intéressant. C'est pareil, ce livre est en accès libre aussi sur Internet. Oui. D'ailleurs, le East End aujourd'hui il est plus avec des ouvriers anglais, mais c'est tous les habitants des anciennes colonies, enfin pas tous les habitants, mais tout c'est habité en tout cas par des émigrés des anciennes colonies anglaises, quoi, des West Indies, etc., jamaïcains, et c'est la misère toujours. Enfin, moi j'ai été y faire un tour, je dois dire que c'est pas vraiment réjouissant. Voilà. À part de temps en temps, il y a un petit carnaval jamaïcain ou des choses comme ça, quoi. Mais je veux dire, c'est quand même là que se retrouve le lumpen prolétariat londonien aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, il y a une tradition. Les Anglais sont très traditionnalistes, comme vous le savez, donc ils perpétuent le mauvais comme le bon. Voilà, ils sont là-bas. Bon, et il n'y a pas non plus aujourd'hui d'artistes qui soient anglais ou français ou européens qui vont là-bas pour en rendre compte. Voilà. Je crois pas, en tout cas. J'ai pas l'impression. On est toujours dans la même chose. Voilà, c'est ça, l'art au service des petits salons bourgeois. Voilà, on va pas effrayer le bourgeois. Vous voyez, c'est les counseries, c'est les choses comme ça, voilà, qui ont la faveur du public friqué, nos milliardaires, particulièrement. Mais pas les représentations de ce dont ils sont responsables, c'est-à-dire la misère des peuples. Voilà, parce que si vous voulez, les peuples sont retournent à des choses qui semblaient avoir disparu ou en train de disparaître à la faveur de la fin de la dernière guerre, en tout cas en Europe. Et non, ça y est, c'est reparti pour un tour. Nos milliardaires prospèrent sur la misère des autres. Voilà, il n'y a pas d'artistes qui en rendent vraiment compte. On ne peut pas dire ni les artistes contemporains, surtout pas eux, ni ceux qui ne sont pas contemporains d'ailleurs. Bon voilà, ils sont toujours dans les petites images propres sur elles qu'on peut vendre, monnayer facilement à ceux qui ont de la maille pour se les acquérir. Pas un astre et pas un ami, la place est déserte et perdue. S'il faisait sec, j'aurais dormi, il pleut de la neige fondue. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Est-ce la fin, mon vieux pavé? Tu vois, ni gîte, ni pitance. À la poche, au fiel, à corvée, je voudrais vomir l'existence. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Je fus bon ouvrier tailleur,
vieux que suis-je, une loque immonde. C'est l'histoire du travailleur depuis que notre monde est monde. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Maigre salaire et nul repos, il faut qu'on s'y fasse ou qu'on crève. Bonnet carré et chasse-peau ne se mettent jamais en grève. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Malheur, ils nous font la leçon, ils nous prêchent l'ordre et la famille. La guerre a tué mon garçon, leur luxe a débauché ma fille. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. De ces dettes rousseurs inhumains, l'église bénit les sacoches, et leur bon Dieu nous tient les mains pendant qu'on fouille dans nos poches. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Un jour le ciel s'est éclairé, le soleil a lui dans mon bouge. J'ai pris l'arme d'un fédéré et j'ai suivi le drapeau rouge. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Mais par mille, on nous coucha bas, c'était sinistre au clair de lune. Quand on m'a retiré du tas, j'ai crié « Vive la commune !» Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Adieu martyrs de Satori, adieu nos châteaux en Espagne. Ah, mourons, ce monde est pourri, on en sort comme on sort d'un bagne. Ah, mais ça ne finira donc jamais, ça ne finira donc jamais. Jean Misère, interprété par Mouloudji, c'est un extrait d'un CD sur la commune en chantant. Émission à Racaille, pour une conversation au coin du feu sur les impressionnistes français à Londres. Comment c'est le sous-titre ? Artiste en exil. Artiste en exil, ouais. Bon, ça leur a pas profité vraiment, je crois. Ouais, alors c'est ça. Alors c'est une exposition en fait qui a été organisée en partenariat avec la Tate, hein, donc qui est consacrée à ces artistes exilés à Londres, donc après le siège de Paris et la Commune, hein, de 1871, et donc leur rencontre avec les artistes britanniques. C'est plutôt ça que cette exposition cherchait à raconter, quoi. Donc Londres, à ce moment-là, Londres c'est une ville qui explose, hein, qui est en pleine évolution industrielle. C'est une ville qui est puissante, qui est accueillante et qui est surtout perçue comme un refuge sûr et un lieu surtout où le marché de l'art est plus porteur, hein. C'est-à-dire qu'effectivement ces artistes ont besoin quand même de vendre leur travail. Oui, c'est ça. Alors d'un côté, vous avez des centaines de milliers de mecs qui crèvent de misère, de faim, de tout ce qu'on veut, qui se tuent au boulot, et de l'autre côté, il y a le marché de l'art. Voilà. Donc il y a même ce marchand d'art Durand-Ruel, hein, qui va s'y installer aussi, et lui arrive sur un bateau, il a ses 50 caisses de tableaux et il va ouvrir une galerie sur New Bond Street, hein, et pour diffuser cette peinture française et en particulier l'école de Barbizon qui va vendre aux collectionneurs britanniques. Donc ouais, en fait ça mange pas de pain. Et donc cette exposition suit un parcours chronologique, hein.
et elle est plutôt ludique, c'est-à-dire qu'ils ont fait une scénographie animée, ou après une première salle qui raconte le siège de Paris. On est dans la commune et le siège de Paris. Et on va passer sur un espace qui fait un peu bateau, on voit la Tamise, voilà, et pas la Tamise, on traverse la Manche et on arrive en Angleterre, quoi. Ah, tu évoques cette animation qu'il y avait au Petit Palais. Oui. Ah, ouais. Oui, enfin c'était un peu ringard, mais Ouais, moi j'ai trouvé ça pour le coup, j'ai trouvé que ce passage de Paris en guerre et en Angleterre, bon, ça m'a pas déplu. Non, l'idée n'est pas déplaisante, mais la réalisation est moins forte. De même qu'ils ont placé plein de petits, toi t'as pas écouté, mais plein de petits support téléphonique où voilà, c'est une jeune femme qui est avec son oncle qui est critique d'art et qui vont d'un lieu à l'autre. C'est l'occasion de raconter un concert. Justement, le premier, c'est celui que j'ai écouté, où c'est l'arrivée sur le bateau et où il y a Durand-Ruel qui débarque avec ses caisses, quoi. Oui, mais Durand-Ruel, entre nous, soit dit, qui n'a jamais eu l'idée d'emmener quelques Van Gogh, pour du tout. Van Gogh, c'est pas commercial. On peut raconter donc cette première salle où justement il y a ces tableaux qui représentent. Alors il y a une représentation de Corot. En fait, c'est une vision que Corot a eue, où Corot voit Paris en feu, effectivement. Donc c'était avant la Commune. C'est un tableau, c'est de la peinture. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas si petit que ça. C'est quand même un format moyen, quoi, quand même. Ouais, non, mais c'est assez curieux d'ailleurs, cette prémonition. On suppose en tout cas qu'il a vu Paris en feu, et ça se rapporte évidemment à soi-disant l'incendie de Paris à cause des communards. En fait, ils ont incendié quelques lieux emblématiques comme l'hôtel de ville. Ils auraient mieux fait de la raser d'ailleurs. Enfin bon. Voilà, toujours cette idée que les communards c'était des bandits de grand chemin, etc., etc. Même chez des gens comme Corot, voilà, tout ça c'est un peu triste. Ouais, on ne sait pas ce que Corot imaginait vraiment. Donc il y a cette première salle avec quelques tableaux, et puis après donc on arrive en Angleterre, et ce qu'on peut voir au niveau de l'art, c'est qu'en fait, même si Durand-Ruel arrive avec ses tableaux, si en France en fait ces tableaux étaient mal perçus, en fait la Royal Academy à Londres n'était pas plus ouverte sur ces nouvelles techniques picturales. C'est la commissaire d'exposition justement de la tête britaine, elle dit bien non, pas du tout. Quand les impressionnistes sont arrivés dans les années 70, les tableaux que Pissarro et Monet avaient proposés à la Royal Academy ont été refusés. Donc il n'y avait pas de visibilité de leurs œuvres dans les années 70, et que les Anglais au départ n'étaient pas plus aventuriers que les Français. Non. On peut parler de Monet quand même, puisqu'il y a Monet qui fait partie donc de ceux qui sont partis. Oui. Donc quand Monet quitte la France, en fait il a 31 ans à la déclaration de guerre. Il habite Bougival, donc il quitte Bougival et il va entreposer ses toiles à Louvciennes chez Pissarro. Et il s'installe à Trouville, donc avec sa compagne qui s'appelle Camille Doncieux. Un grand courageux, comme vous pouvez remarquer. Il a un enfant, il n'a pas de clientèle, donc lui il s'embarque avec sa famille au Havre, parmi tous ces réfugiés français qui sont affolés par l'invasion allemande. Et donc il arrive à Londres à la mi-septembre 1870. Donc il a pas du tout, il a pas d'argent, et il a qu'une envie, en fait, c'est quand même de peindre. Alors l'arrivée de Monet est difficile, en fait il connaît pas grand monde, il a pas de ressources, lui il n'est pas encore connu en France, et donc il va trouver à Londres un accueil auprès de Daubigny. Daubigny qui était déjà venu, lui, sur place à 2 reprises. Et donc, c'est en allant peindre sur les bords de la Tamise qu'il rencontre Daubigny, qui a mis son chevalet ici aussi. Et donc, ensuite, Daubigny va présenter Monet à Pissarro, qui va arriver à peu près au même moment, et il le présente à Paul Durand-Ruel. Donc, Monet va donc s'imprégner de cette atmosphère londonienne, de ce fog qu'on voit partout dans la ville. Cette ville qui est quand même, comme décrit Vallès, une ville polluée, avec ce climat particulier, mais cette ville aussi qui a des parcs. Et Monet, en fait, va peindre très peu. Finalement, il va faire que 6 vues des parcs de Londres et de la Tamise. Et c'est des œuvres qui sont d'ailleurs refusées par la Royal Academy. Et il ne vend pas, donc il est découragé. Il va passer l'été 1871, il quitte Londres, il va retourner en Hollande,
Et puis il reviendra en France après l'été 71, quoi. Par contre, il reviendra à Londres, mais là en automne 1899 et en janvier 1901, et pour peindre ces toiles qui sont qu'on connaît plus, hein, c'est le Parlement de Westminster et la Tamise, où là effectivement il fait plusieurs vues du même lieu, où il travaille complètement sur tous les jeux de lumière au fil des heures. Il réside à l'hôtel Savoie, et voilà, c'est là qu'il va faire l'hôtel Savoie, c'est là qu'il va faire toutes ces peintures, quoi. Voilà, il y a un tableau aussi où il représente sa femme qui est sur un canapé, qu'on a pu voir à l'exposition. Ces femmes qui ont l'air de s'ennuyer quand même beaucoup, quoi. Oui. Ah non, c'est vraiment bon. Vous allez dire que je suis un petit peu négatif, que ma copine, qui est toujours très enthousiaste, et là aussi, malgré tout, elle est enthousiaste, mais enfin bon, avec quand même quelques réserves, mais personnellement, non, pas du tout. D'abord parce qu'il y a cette conjoncture. D'abord, pourquoi ils se tiraient? Ils n'étaient pas en danger. À part Vallès, à part les communards. Non, mais s'ils sont partis, c'est qu'effectivement, il y avait plus les ventes semblaient, il y avait pas de vente possible à Paris, effectivement. C'est pour ça. Les conditions financières. Je pense que c'est vraiment ce qui les a poussés déjà à partir. C'est aussi que les conditions financières étaient pas possibles, quoi. Oui, c'est bien ce que je dis. Oui, s'ils couraient après le pognon, quoi. Voilà. D'abord le pognon. Les artistes n'ont pas changé, c'est toujours pareil. Faut pas investir dans l'art, si vous voulez, un idéal ou quelque chose comme ça, des choses romantiques, ça n'existe pas. Je vous dis, à part quelques gens, je reciterai encore une fois Van Gogh, parce qu'avec ma camarade, on a plongé dedans jusqu'au cou. Et vraiment, c'est une découverte après tant et tant d'années et tant de rabâchage sur cet artiste, voilà. Mais moi, ce qui me gêne un peu dans ces périodes terribles, ou si vous voulez, même Courbet, qui était pourtant proche de la Commune, il a jamais fait de peinture retentissante sur le monde ouvrier, jamais. Voilà, c'est quand même curieux, quoi, que des artistes, des sensibilités quand même, ou des gens éclairés, des gens qui sont pas complètement abrutis, n'aient pas eu l'idée ou le courage, peut-être plutôt, de s'investir dans une représentation de ces événements, comme l'a été par contre qui s'est investi, quelqu'un comme Daumier, des peintures sur le monde ouvrier fabuleuses, voilà, mais eux, rien du tout. Ouais. Alors il y a deux tableaux de Nitis. Nitis, c'est un Italien, et lui il vit à Paris, il a rejoint Londres, et son ami Tissot, on en parlera un peu après, et donc toute cette communauté d'artistes exilés, quand ils connaissaient justement des difficultés financières après la guerre, et lui a une touche plus naturaliste. On en avait parlé, je crois, quand on a évoqué toute cette période des Macchiaioli, ouais. Et donc il y a un tableau, c'est une promenade hivernale à Londres où voilà, on se sent un peu plus proche du peuple, on va dire, un peu. Et un tableau qui était commandé par un mécène anglais, quoi. Et il y a Westminster, donc ça c'est une vue de la Tamise dans la brume, et là on voit effectivement les ouvriers qui sont ils sont au premier plan. On sent quand même une dimension. Sur le pont là, un pont, c'est, je sais plus quel bridge, lequel c'est, mais oui, tout à fait. Voilà, c'est un Italien. Pourtant, les Italiens, ils sont habitués au soleil, à la vie. Ben voilà, un Italien, lui, qui se préoccupe de ce qui se passe vraiment à Londres. Parce que à Londres, Londres, c'est une ville formidable pour les nantis, pour les intellectuels, pour tout ce que vous voulez, mais pas pour la grande majorité des gens qui font la richesse de ce pays, comme ça a fait la richesse de la France, la richesse de tous les pays d'Europe. Les ouvriers, les employés, les gens qui travaillent 12-15 heures par jour, qui n'ont pas de week-end, rien, qui n'ont pas de vacances, qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont rien, ils n'ont que leurs mains pour travailler et leur dos pour recevoir la schlag. Voilà. J'exagère à peine. Ouais. Et il y a aussi donc ce Pissarro. Pissarro, lui, il a 40 ans. À cette époque-là, il avait quitté donc la France aussi en septembre 70. Et quand il arrive en décembre à Londres, il va s'installer à Norwood. Norwood, c'est quand même une banlieue verdoyante qui est au sud de la Tamise. Mais lui, par contre, avait déjà des proches qui étaient partis en Angleterre. Il y avait sa mère, son frère, une partie de sa famille. Lui, il va fréquenter le quartier français entre Soho et Leicester Square. Et Durand-Ruel va lui acheter 2 toiles. Mais bon, il va pas les revendre après, ça partira pas.
Et en juin 1871, donc Pissarro épouse sa compagne qui attend un bébé, je crois qu'il y a eu 4 enfants, hein, Pissarro. Et donc le couple va rentrer en France, ils vont retrouver leur maison à Louvciennes qui entre-temps avait été pillée et saccagée par les Prussiens. Et après 1871, Pissarro va revenir plusieurs fois à Londres. Et d'ailleurs, il y a ses fils Lucien et Georges qui s'y étaient installés, qui étaient imprimeurs. Hein, c'est ça, ouais, qui étaient ouais. graveurs et imprimeurs. Ouais. Donc en fait, la soixantaine passée, il trouvait enfin du succès. Et donc Durand Ruel va lui consacrer une grande rétrospective en janvier 1892, donc bien plus tard. Et là, toutes ces toiles sont vendues. Et Pissarro repartira ensuite plus tranquillement outre-Manche, quoi. Quelques tableaux de Pissarro qui sont on avait vu quelques paysages et certains qui sont avec la touche pointilliste qu'il a approché un moment donné. Ouais. Non, parce que le pointillisme, franchement, tous les artistes qui se sont essayés à des techniques comme ça, le pointillisme, toutes ces choses mathématiques en quelque sorte, c'est vraiment pour moi un fiasco total. Voilà, la peinture, c'est la sensibilité d'abord. Quand on commence à entrer dans des techniques qui font appel vraiment au cérébral, alors là, c'est foutu de mon point de vue, en tout cas, et là, on est en plein dedans. D'ailleurs, même Gauguin, qui lui, c'était le synthétisme, Gauguin, Gauguin, je suis désolé, lui, qui prônait, si vous voulez, même si vous voulez pas, hein, il prônait une peinture, comment dirais-je, qui se libère du motif, qui dans l'imaginaire, etc., etc., etc. Il a malheureusement influencé notre camarade Van Gogh pour quelques œuvres, pas pour toute sa peinture, mais bon, Van Gogh qui était lui à Donf dans la nature, à la représentation sur le motif de la nature, où il explosait. Et le synthétisme revendiqué par Gauguin l'a un peu abîmé pour quelques œuvres, d'ailleurs du point de vue même de son frère Théo, qui était quand même quelqu'un qui était assez compétent pour en parler. Non, Gauguin, lui, voilà, et vraiment quand on regarde à la lumière de ce qu'on apprend sur cet individu, quand on regarde ses œuvres aujourd'hui, qu'on met celles de Van Gogh à côté, on se rend compte, si vous voulez, de la différence, et qui n'est pas à l'avantage de Gauguin. Parce que, encore une fois, Gauguin privilégiait le cérébral plutôt que le sensible. Ouais. Il voulait, mais Gauguin aussi était obsédé par le pognon, était obsédé par la réussite, etc., etc. Et donc, voilà, ceci peut défaire cela. Taratata. Nous, dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous qu'un salaire incertain ramène avant l'aube à l'enclume, nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid de la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Où vont les flots de nos sueurs? Nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Mal vêtus, logés dans des trous, sous les combles, dans les décombres, nous vivons avec les hiboux et les larrons, amis des ombres. Cependant notre sang vermeil coule impétueux dans nos veines. Nous nous plairions au grand soleil et sous les rameaux verts des chênes. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire la ronde, que le canon se taise ou gronde.
Vivons, vivons en l'indépendance du monde. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre, aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire la ronde, que le canon se taise ou gronde. Vivons, vivons, vivons en l'indépendance du monde. Rosalie Dubois, le chant des ouvriers. Plein dans la commune, parce qu'il faut bien nous penser que c'est pendant la commune que Vallès a pu écrire à Londres ce qu'il a écrit, et que ces foireux de peintres sont tirés à Londres pour éviter les complications, parce qu'ils vendaient pas. Évidemment, en France, Paris n'était pas propice à la marchand, au marché de l'art. Voilà. On va se replonger dans les impressionnistes à Londres. Hein. Ouais. Voilà, un triste plongeon. D'ailleurs, l'eau était pas très très claire. Comme la Tamise. Voilà, donc on peut parler donc aussi à une salle qui est réservée à James Tissot. Alors James Tissot, lui, le surnomme l'anglophile. James Tissot, c'est 1836-1902. Lui, il a vécu 11 ans en Angleterre. Il est parti, donc il a quitté Paris aussi pendant la guerre civile et s'est réfugié à Londres en mai 71. Et là, il connaissait du monde, donc il est accueilli par un ami qui s'appelle Thomas Gibson Bowles, qui est directeur du Vanity Fair et qui était un ancien correspondant de guerre en France pendant le siège de Paris. Donc Tissot lui expose déjà à Londres depuis 1861, donc il avait même anglicisé son prénom, hein, il s'appelle Jacques Joseph, mais il a mis James rapidement. Et lui, il se plaît beaucoup en Angleterre et il va adhérer à l'Arts Club de Hanover Street, il va rencontrer beaucoup d'artistes, il va vraiment s'intégrer à cette vie londonienne. Alors, c'est les peintures qu'il va réaliser en Angleterre. Alors là, bon, si on peut encore défendre un peu, un grand blanc, c'est parce qu'en fait, il va s'adapter en fait à la demande des Anglais. Il va faire beaucoup de scènes de genre, donc il va faire des représentations de la vie contemporaine. Il va faire ce qui se passe sur l'Angleterre victorienne. Il va peindre la vie citadine. Il va peindre la mode, la haute société. Donc voilà, il adapte son art au marché et c'est moins séduisant effectivement de voir la bourgeoisie sur le quai des bateaux, les filles avec leurs grandes robes. Ça fait le bonheur des marchands. Voilà, donc c'est pas passionnant quoi. Donc lui, en plus son travail est diffusé par le biais de gravures à l'eau forte, hein, et donc il continuera à avoir du succès même quand il reviendra en France en 1882. Et en fait, lui sa compagne, il avait une compagne en Angleterre. Et en fait, après le décès de sa jeune compagne, dont il s'inspirait régulièrement pour travailler, il déprime, donc il quitte l'Angleterre, il y reviendra plus jamais. Voilà, il y a une salle aussi qui était consacrée à Alphonse Le Gros. Donc Alphonse Le Gros, 1837-1911, lui était déjà parti s'installer à Londres avant la guerre, aussi pour des raisons économiques. Il s'est marié avec une Anglaise, il fut même naturalisé anglais. Et il avait fait un ex-voto qui a été exposé à Paris au Salon en 1861, qui avait fait sensation, mais qui avait été mal reçu par la critique. Donc lui, c'est un incompris, un miséreux. Rapidement, il est parti en Angleterre en 1863, sur les conseils de Whistler, qui était son ami. Et là, il a été fort bien accueilli par les peintres anglais. Donc il a eu le soutien de collectionneurs passionnés, et en particulier dans la communauté d'origine grecque qui gravitait autour de Rossetti, quoi. Donc il devient à partir de 70 en fait un peu un lien, un recours un peu par rapport à tous ces peintres qui arrivent, quoi, qui vont pouvoir le retrouver. Donc Monet et Pissarro vont le contacter, Durand-Ruel aussi, et Le Gros est plutôt généreux, il va les faire profiter de son réseau anglais, quoi. Et d'ailleurs le sculpteur Jules Dallouz fut aussi introduit
par lui auprès des grands collectionneurs et mécènes comme les Howard et les Leonid, quoi. Voilà. Donc ce qu'on peut dire de Legros qui a donné des cours aussi, en Angleterre, voilà, des cours de peinture, de modelage, de gravure, quoi. C'est que ça allait pas si bien que ça, parce que quand l'artiste de décor, c'est qu'il a besoin de pognon. Voilà, bon, enfin bon. Ouais. Mouiller sa chemise, ça c'est pas plus mal, hein. Ouais. Après, il y avait une salle consacrée à Dalou et Carpeaux. Bon, j'ai pas trop envie d'en parler spécialement. C'est Dalou qui avait été réprimé, qui avait été communard engagé, qui a été réprimé, qui après une fois en Angleterre, en fait, donc lui aussi a bien été accueilli. Forcément, en fait, l'exposition, c'est surtout ça qu'elle raconte, c'est cet accueil par les Anglais des artistes français, quoi. Donc, ils auraient pu effectivement l'intituler autrement, ça aurait fait venir moins de monde, mais c'est surtout autour de ça que ça tourne. C'est comment il y a eu des échanges franco-anglais artistiques, quoi. Là, c'est quelque chose, parce que j'ai certainement une méconnaissance de cette période de l'histoire artistique de l'Angleterre, mais c'est quelque chose que je m'explique pas tellement, quoi. Cette espèce d'accueil amical du milieu artistique anglais envers ces fuyards. Voilà, il y a un truc qu'il faudrait que j'essaye d'élucider ce mystère avec l'aide de ma camarade, qui est plus forte que moi pour élucider les mystères. Parce que là, il y a quelque chose qui m'échappe. Il n'y a jamais eu, si vous voulez, d'équivalent, en tout cas en France, d'un milieu artistique français qui a accueilli chaleureusement des fuyards politiques d'un autre pays du monde. Hein, ça n'existe. Il y a eu des gens, des fuyards. Il y a eu toute cette vague à Montparnasse de gens d'Europe centrale, etc. Mais on parle pas d'un accueil chaleureux du milieu artistique français. Alors, est-ce qu'il y avait un milieu artistique français aussi conséquent qu'en Angleterre, aussi organisé surtout qu'en Angleterre? Parce que les Anglais étaient très organisés de ce point de vue-là. Ils avaient des clubs, des associations, des choses, voilà, qui maîtrisaient tout ça. C'est curieux, c'est un espèce de mystère unique en Europe, en tout cas, parce que je vois pas dans aucun pays d'Europe des milieux artistiques qui accueillaient aussi amicalement des transfuges artistiques d'autres pays. Ouais. Alors quand je parlais de Dalou, effectivement, lui était donc un communard. Il avait été condamné à la chute de la Commune, donc il va être gracié en 1879 et il va pouvoir rentrer à ce moment-là, quoi. Pour un qui a été gracié, il y a eu quand même 30 000 fusillés. Bon, c'est bien qu'il y en ait un de gracié. Il y en a peut-être eu plusieurs, mais bon, c'est pas, c'est pas à la décharge des bourreaux de la Commune, hein, loin de là. Au contraire, ça appuie encore une fois de plus sur leurs conneries. Mortifère. Ouais, alors c'est au moment où on travaillait là-dessus, quand on est allé voir cette exposition, il y a une quinzaine de jours. En fait, sur Arte, il y avait un petit doc justement aussi sur Oscar Wilde qui était en Angleterre, au même moment. C'est là qu'il a, qui après avoir eu du succès, en fait, va complètement chuter, se retrouve en prison et condamné pour homosexualité. Et Oscar Wilde résidait donc au Savoy et c'est là qu'il a aussi côtoyé Monet ou Pissarro quand il venait peindre depuis les vitres, les baies vitrées du Savoy, quoi. Oui, c'est ça qui est paradoxal aussi, qu'Oscar Wilde a été mis à l'index au banc de la société, même il est allé en prison parce qu'il était homosexuel. Et en même temps, on recevait des artistes qui cassaient tous les canons de l'art classique, etc. Il y a des trucs, il y a des paradoxes comme ça qui sont assez inexplicables. Voilà. D'un côté, une grande liberté, une grande chaleur envers des réfugiés quand même qui sont pas quand même des artistes classiques, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de l'autre côté, un immense écrivain comme celui Oscar Wilde qui est mis au banc, mais complètement, même en prison, parce qu'il était différent sexuellement. Ça, c'est un truc. Il y a toujours des choses comme ça qui viennent contrebalancer d'autres choses, qui viennent un petit peu salir l'idée un peu idéale qu'on se faisait de cette époque et de l'Angleterre, enfin de Londres en tout cas, de l'accueil qui réservait aux artistes. À deux soupans, la station des Rapins. Sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Araka qui va se terminer avec le culturel. Nous sommes le 30 mars 2021, le fond de l'air est relativement supportable, et tout de suite on passe donc
Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas servi celui-là. Donc au culturel, avec tout de suite la BD sur la commune par Vautrin et Tardy. Je possède les autres BD, mais je vous en parlerai la prochaine fois, qui ont été tirés, qui ont nécessité 8 ans de boulot du graphiste qui l'a mise en page. Mais là, c'est sur la commune par Vautrin et Tardy. Alors c'est sur 4 volumes, qui sont à ma camarade Pilichelko, que j'espère lui chourer un de ces 4. Parce que je trouve que on aime ou on n'aime pas Tardy, ça c'est chacun, on peut pas critiquer ceux qui n'aiment pas Tardy. J'en avais vu un hier, un ami qui n'aime pas le dessin de Tardy, mais moi j'adore, et je le connais depuis tous ses tout débuts, enfin je connais son travail, il n'y a pas Pépère, mais depuis ses tout débuts. Et je trouve qu'il y a une émotion dans ces BD qui est formidable, enfin qui fait ressentir en tout cas, et qui fait ressentir ce désastre de la commune. Voilà, on a envie de pleurer, ça remue, il y a des personnages qui sont très touchants, enfin bon, et puis il y a le scénar a été écrit par Vautrin, qui n'est pas non plus une pomme. Et je crois que si vous voulez, même si vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé, si vous êtes féru de cette histoire tragique, et que vous ne connaissez pas cette BD, vous pouvez toujours, je pense, dans les bibliothèques, vous pouvez l'emprunter, voilà, parce que c'est un collector maintenant, les éditions sont épuisées, etc. C'est difficile. Ouais. Je me demande si c'est pas réédité en un volume seulement, ah ouais en un seul volume. Ouais, alors en un seul volume, ça doit être le paveton. Voilà, parce que ça vaut vraiment, j'ai lu ce que ma camarade m'avait passé, mais en un après-midi, j'ai tout lu, mais vraiment lu, et regardé les vignettes et tout, c'est vraiment en un après-midi, et j'ai été un peu terrassé à la fin de ma lecture, parce que c'est vraiment tragique la manière dont s'est passé réellement cet événement, mais dont Vautrin et Tardy le traduisent en écriture et en graphisme, quoi. C'est magnifique, vraiment. Et vous pouvez peut-être aller sur... Donc, si ma camarade le dit, c'est que c'est vrai, vous pouvez peut-être acheter ce volume qui doit être un sacré paveton, ou alors aller sur des sites comme Presse Ministère ou des choses comme ça. Oui, pour les trouver. Mais en fin d'occasion, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu chers. Donc, moi j'ai vu un volume, celui qui manque n'était pas trop cher, mais certains le mettent à 40 € le volume. Donc, je crois qu'il faut peut-être mieux acheter carrément la nouvelle édition. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous serez vraiment pas déçus. Mais il faut vraiment... bon, moi je suis pas habitué normalement, je déteste les BD parce que... Enfin, je les déteste pas quand même. Je les haïs pas, je veux dire, mais... lire une BD en même temps qu'on regarde les images, pour moi c'est mission impossible. Mais là, miracle, j'ai pu tout m'ingurgiter sans problème. Bon, voilà. À part que, oui, si, il y a eu des problèmes, parce que ça m'a un peu secoué. Et puis les films, alors, t'as un film, toi, Dominique ? Oui, moi j'ai un film qui s'appelle Mignonne. Alors c'est un film qui a été, que j'ai... En fait, parce que la jeune actrice principale, c'est une jeune fille qui a 14 ans, qui a reçu le César du meilleur espoir féminin. Et ça m'a donné envie de découvrir quel était ce film, parce qu'il était sur ma petite plateforme Cinémutin là, que j'aime bien. Donc je me suis dit que ça c'est quand même un critère de film de bonne qualité, plutôt d'auteur. Donc c'est un film français de Maïmouna Doucouré, donc qui est sorti en 2020 et qui raconte l'histoire d'Aminata qui a 11 ans, qui vit dans un foyer avec sa maman et ses deux petits frères, et donc ils emménagent là. C'est une famille qui vient du Sénégal, de religion musulmane. Comment Aminata cherche à s'intégrer dans cette nouvelle école, et elle va découvrir la danse par l'intermédiaire d'un groupe de jeunes filles qui s'appelle les Mignonnes, qui ont à peu près son âge et qui participent à un concours de danse, et son rêve va être de vouloir danser avec elle. Voilà. Elle vit par ailleurs un drame familial parce que dans leur nouvel appartement,
il y a une grande chambre qui est interdite et en fait on saura après que cette chambre en fait c'est pour son papa qui est retourné au Sénégal épouser une deuxième femme et qui va arriver vivre donc dans là où elle habite déjà avec sa maman, donc ce papa avec sa deuxième femme. Voilà, donc ça c'est quand même assez terrifiant quoi. Mais là tout tourne donc c'est tout ce qui passe dans la tête de cette jeune fille hein, qui a une préadolescente et voilà qui a envie de vivre plein de choses et qui va vraiment découvrir la danse et chercher à s'intégrer à ce groupe des Mignonnes. Non, c'est un très très beau film qui nous montre bien comment cette jeune fille est tiraillée par plein de choses et comment elle arrive à s'en dépatouiller en fait et à trouver quand même des choses qui vont la faire vivre, qui vont la faire avoir plaisir, avoir cette joie de vivre, comment elle vit avec son corps, enfin c'est comment elle s'intègre ou pas avec ses nouvelles amies. Non, c'est un très très beau film. Oui, parce que si tu veux, enfin je crois en tout cas que ces jeunes filles ou ces jeunes gens qui sont nés en Afrique ou soit qui sont de parents venus d'Afrique, même s'ils sont nés en France, ils vivent en général dans les cités ou la périphérie des villes, et c'est avec des parents, s'ils sont nés en Afrique, c'est une chose, mais avec des parents qui sont nés en Afrique, voilà, les parents, ils sont pas toujours complètement adaptés à leur nouveau lieu de vie, et comme tu le dis là, si en plus il y a son géniteur, son père qui va se ramener avec une deuxième épouse dans un pays où la bigamie n'est pas tolérée, etc., ça doit créer des traumatismes considérables chez ses enfants, quoi. Voilà, c'est bien senti parce qu'au début la maman lui dit pas pourquoi le papa n'est pas rentré et en fait bah oui après elle va comprendre, donc le père revient pour que le mariage se fasse justement là où ils habitent actuellement en France. Et on sent aussi toute la souffrance de la maman hein, qui ne dit rien, mais on la sent, elle est perceptible. Il y a aussi elle accompagne sa maman à la mosquée avec d'autres femmes justement musulmanes, et on sent aussi la pression du groupe et de la tradition auquel elle n'a qu'une envie, c'est d'échapper à tout ça. Bah, bien sûr, parce que c'est ça aussi qui fait partie du drame de ces enfants, c'est qu'ils sont tiraillés entre deux mondes, mais vraiment deux mondes qui sont complètement opposés, quoi. Parce que bon, les traditions de ces pays musulmans, elles sont un peu archaïques, on peut le dire, hein. Voilà, qui pratiquent dans beaucoup de pays l'excision, etc., voilà. Et puis le côté européen, français, qui a des années-lumière évidemment d'où ils viennent et de leur style de vie, quoi. Ça doit être infernal pour des jeunes gens. Et là, il y a un très très beau casting. Donc cette jeune actrice principale a eu le César du meilleur espoir féminin, mais ses compagnes là, le groupe des Mignonnes, elles jouent toutes très bien. C'est vraiment c'est vraiment. On l'avait pas vu. Non, c'est sorti en 2020, on l'a pas vu. Non. Ah, parce que moi, je crois qu'on a vu un film semblable. Oui, mais c'était pas. Non, c'était pas on a vu un film semblable. Ouais. Avec une jeune fille aussi d'origine africaine. Nous, on avait vu Rox. Voilà, c'est ça. Qui était un très beau film aussi. Ouais. Cette jeune fille qui essaye de préserver son petit frère de la peur d'aller en foyer, ce que la maman n'arrive pas à assurer, à assumer complètement. C'est ça. Sa maman qui est malade. Avec les services sociaux qui voudraient les placer en foyer, et elle fait tout pour échapper à ça. Ouais. Voilà, bon, il n'y a que des trucs joyeux. Non, mais les Mignonnes, ça a l'air d'être plus joyeux que ce Rox. Voilà, et puis, moi, pour ma petite part, j'ai vu un doc sur Rubens. Alors là, encore écrabouillé complètement, parce que c'est ce genre de mec, un peu comme le Caravage, un peu comme Michel-Ange, des bêtes de travail, voilà, mais c'était invraisemblable. Et en même temps, des bêtes de travail, il était, en même temps qu'il était un peintre reconnu, il avait un atelier géant, c'est carrément une usine à produire des œuvres, il était ambassadeur, employé par des rois, etc., et pour essayer de faire le boulot d'un ambassadeur, c'est-à-dire d'arrondir les angles entre les pays qui voulaient se foutre sur la gueule, quoi, voilà. Alors, je dois dire que c'est une vie, elle a été montrée dans ce doc, une vie assez, on pourrait dire, mais je ne sais pas si c'est humain, voilà. C'est des êtres, pour moi, ce sont carrément des extraterrestres, quoi, parce que comment un homme tout seul, avec ses os, sa peau,
en faisant pipi et caca, peut faire des œuvres aussi extraordinaires et avec une telle prolifération, voilà, d'activités, je veux dire, un peu tous azimuts, quoi. Voilà, bon. Alors, si vous pouvez voir ce doc, essayez de le... Enfin, si vous êtes artiste, je vous le conseillerais pas forcément. Enfin, si vous êtes un artiste un peu sensible, parce que si vous êtes un bourrin comme la plupart des artistes, non. Mais si vous êtes un artiste de cette frange un peu sensible de l'art, c'est pas à conseiller parce qu'on se sent une grosse merde après avoir vu ça. Voilà. Et puis, d'un registre un peu plus rigolo, un peu moins écrasant, Quai d'Orsay de Tavernier. Alors là, vous avez... Tavernier qui vient de mourir justement Tavernier, la semaine dernière. Et là, vous avez une caricature, là, c'est presque du Daumier, hein, des mœurs politiques, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, mais très réjouissant en même temps, quoi, parce que ça nous apaise d'un certain point de vue en se disant qu'avec des tels cons, on n'est pas prêt d'en sortir, quoi, voilà. Mais c'est vraiment extraordinaire du point de vue de la dérision des choses, quoi, voilà. Et attends, Rubens en fait est en replay sur Arte jusqu'au 19 mai, ce qui reste quand même du temps pour le visionner. C'est sympa de le dire parce que moi ces choses-là je suis pas très fort. Mais là en 2 clics à mes camarades, allez où vous voyez, c'est la différence entre un professionnel et un amateur, voilà, qui se la joue cool. Ça n'est pas cool du tout, hein, attention. Hein. Quand elle fait une émission, c'est sérieux. Alors j'en prends plein la tronche. Bon, alors ça fait rien, c'était sur Radio Support, à la station des Rapins 100 x 100 x 100 Corbec, émettons depuis un garni et diffusons sur internet à racaille.fr. Enfin, s'il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, c'est qu'on est en cabane, hein, vous inquiétez pas, parce que bon, nous, on est prêt à tout. Salut à nos amanches. Attention de ne pas sauter de ligne que j'ai écrit, parce que ça m'arrive un peu souvent. Claude et André de la Nation, tout le monde va bien. André au top de sa forme. Il s'en va allègrement vers ses 90 balais. Bon. Alors qu'il y a quelques mois, on le croyait à l'article de la mort. Bon, ça c'est un dur à cuire. Hein. Karine, la pote à ma pote, Domino. Allez, Domino, enfin bon. Karine, qui est une artiste de Montigny-les-Boudins, là, dans, je sais pas quoi, dans le Val d'Oise, je crois, quelque chose comme ça. Marie-Christine Béguet, on a eu des nouvelles, on est bien content. Merci Marie-Christine d'avoir répondu. Alors, elle va déménager, elle va partir à Cévennes, mais il y a eu des retards, etc., avec les notaires. Hein. De toute façon, c'est jamais garanti sur facture. Ouais, on est pressé d'y aller. Oui, elle est pressée d'y être, bien sûr, parce que là, elle est tiraillée entre son logement actuel qui est dans le Gard. À Pugeot. À Pugeot. Son atelier qui est à Avignon, c'est quand même, de Pugeot, c'est quand même à 50 bornes. Oui, enfin, entre 40, 50, 30 bornes, je ne sais plus quoi, enfin, loin, quoi. Et puis, son espérance de se barrer pour réunir tout ça, parce qu'elle va avoir son atelier dans la Seine. Et nous, on aimerait bien le découvrir. Claude et William, nos potes de Brest. Ouais. Alors, on espère que les ouïes ont arrêté leur développement, hein, parce que, bon, l'humidité, oui, mais c'est pas la peine de vous transformer complètement en poiscaille. Hein. Et d'ailleurs, on a vu dans les docs sur la commune que Brest avait servi de prison avant d'embarquer pour la déportation. Là, bah oui, c'était un port. C'était les communards sur les bateaux, là, dans la baie de Brest. Non, mais il n'y a pas que dans la baie de Brest. Hein, bon, enfin, dans la baie de Brest, particulièrement. Alors, bon, bah oui, c'est pas de leur faute, hein, Claude et William, ils étaient pas là. Hein. Ils les auraient délivrés, justement. Bah oui, justement, ils auraient pris le manche, ils y seraient allés. Hein. Jean-Paul Souverain, notre camarade peintre de Coup de Kerbranche, dans la banlieue de Dunkerque, un grand peintre, hein, qu'on aime beaucoup, qui est un, comment dirais-je, un peu accro des sandwichs au jambon et du petit coup de branche. Quand on était là-bas, c'est ce qu'il nous proposait, quoi, une cadence accélérée. Claudine, la copine de ma copine, la
camarade de ma camarade qui aime bien l'art, alors donc c'est bien, ils ont des sujets de conversation avec ma camarade, mais je pense qu'ils en parlent jamais, mais enfin bon, on peut toujours le supposer. Jean Peluzzi, tiens, on n'a plus de nouvelles depuis un moment, là, Jean Peluzzi, qui nous envoie bien bonne du Val d'Oise, alors Jeannot, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bon, Corinne, Joël, Anne-Emmanuel, Frédéric, une petite bande de copains, Corinne est une tapissière émérite, Joël est un bourlingueur émérite, Anne-Emmanuel est une artiste émérite, et Frédéric aussi. Alors, Corinne habite dans le 13e, je crois. Joël, on l'appelle l'Arlésienne du Caire, il est au Caire. Anne-Emmanuel, elle est de Montreuil, encore une de Montreuil. Et Frédéric, lui, il est de l'île d'Anche-Nord. On avait été le voir une fois dans son petit appart, c'était sympa comme tout. Sur une petite place, sympa comme tout. Avec des maisons en briques, sympa comme tout. Juliette Planck, une graveuse de chez Graveuse, émérite. Ah non, graveur émérite qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer, qui nous a envoyé des docs intéressants ces temps-ci. Merci Juliette. Ouais, et puis voir cette énergie, cette colère que tu transformes en énergie, les portes ouvertes que vous avez organisées, voilà, les artistes s'organisent. Donc bravo. Non, il faut dire que je jure, c'est pour moitié là. Hein, bravo. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, qui était de Montreuil, maintenant qui est de Vincennes, et puis il est partagé entre les deux, quoi. C'est le Vincent Van Gogh de la gravure, voilà, qui va vraiment un numéro de, non pas de cirque, mais un acrobate de la gouge. Agnès Dubar, une graveuse aussi, qu'on a connue à Lille, c'est un atelier à Lille, dans un coin sympa d'ailleurs, face à un grand Terravac qui était l'ancienne gare, et puis qui a eu la bougeotte, voilà, elle est partie dans le sud, et puis là, dans le sud, elle va remonter un peu vers le nord, en allant en Bretagne sud. Non, on lui souhaite bonne chance. Thierry Morceau, un graveur belge, alors, un graveur, je dis pas, dans la tradition, la tradition des artistes du Nord, quoi, voilà, dans le fantastique, la fantasmagorie, c'est une pointure. Colette, Jacqueline, Nicole, 3 femmes d'artistes qui se consacrent, après le décès de leur conjoint, à faire vivre l'œuvre de ces derniers. C'est un boulot à plein temps, surtout pour notre camarade Colette, qui a une énergie dingo. Jacqueline aussi, mais Jacqueline, elle n'a pas trop à bouger, elle reste sur place parce qu'elle a de quoi exposer son mari sur place. Elle a une propriété magnifique qu'ils ont restaurée, son mari et elle, c'est le travail de toute une vie, avec un musée d'art populaire aussi, enfin bref, chose. C'est à Laduse, en Bourgogne. Nicole, Liliane, et puis Nicole aussi, son compagnon était un peintre graveur, bon, et voilà, et là, elle essaie de se remettre dans la course. Liliane et Laurence, deux artistes écrivaines, oui, on dit écrivaine, pas écriveuse quand même, écrivaine, qui signe sous le pseudo le Claude Isner. Voilà, faut voir les faut les voir. Et d'ailleurs, la petite Lolo, elle est en repérage dans Patrie cet après-midi pour son nouveau bouquin. Ah bon, voilà. Je n'arrive pas. Voilà, elle est partie repérer, je pense, les rues, les descriptions, parce que leurs bouquins sont tellement riches de précision que voilà, elle est partie en repérage. Oui, ceux qui aiment l'histoire de Paris, ben voilà, il n'est pas la peine d'acheter le Michelet, hein, vous avez là, avec ces deux écrivaines, vous avez vraiment une encyclopédie de Paris. Donc j'espère que la pioche a été bonne, Lolo. Ouais. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, Michel Pelloual, notre peintre bien-aimé, Marie-Christine et Christophe de militants chez Militants qui militent, Gilets jaunes et tout ça, quoi, voyez-vous. Cécile, tu la sens la 5e puissance. Oui, Cécile, on la sent. T'inquiète pas, et on t'aime toujours. La Russe flamboyante, même punition, même motif, qui anime des émissions comme elle, aussi flamboyantes, sur une radio
Odni, dont on ne vous parlera pas, mais si vous êtes un peu fufu, vous savez de quoi on parle. José Arthur, qui du mélange, c'est une émission aussi qu'il anime sur cette radio Odni, le dimanche, en fin d'après-midi. Musique, jazz, etc. Un ancien animateur d'une radio libre américaine. Anne-Isabelle Roubaille, un vrai professionnel, quoi. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte dont nous avons découvert l'œuvre chez Florence Quenu, qui est la libraire la plus merveilleuse au monde, qui a une librairie extraordinaire et qui expose de temps en temps des artistes du cru. Florence Quenu, rappelez-vous ça. Et sa librairie s'appelle L'Empreinte. L'Empreinte. Colette et Alain, alors des mécènes de chez Mécène, qui sont vraiment des mécènes de chez Mécène, et surtout d'une humanité à toute épreuve, ce qui est rare chez les êtres humains en général, et chez les mécènes plus particulièrement. Christophe Dululu, un commissaire-priseur, commissaire, qui nous amuse beaucoup. Dominique, il est assez, comment dirais-je, comment on dit quand on n'est pas représentatif de la profession. Atypique. Qui est assez atypique, je dirais même très atypique. Et c'est tant plus, c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Dominique Paula-Lardouin, qui était une galériste extraordinaire, qu'on aimait beaucoup, extraordinaire par son humanité, ce qui est rare chez les galéristes. Hein. On en a rarement vu des comme elle. Et là, ça l'a lâché la rampe, et maintenant, elle comment dirais-je, s'occupe d'artistes qui sont comme les compagnons de Colette, Jacqueline et Nicole, qui sont allés rejoindre les prairies du Grand Manitou. Voilà. Bon, elle s'en occupe, elle, Marie. On sait qu'elle est là-haut, alors Dominique, on sait qu'elle s'en occupe. Marie-Pierre, qui est une médecin, une docteure, voilà, et qui est aussi en même temps qui mécène, voilà, on peut dire ça comme ça, hein. Tant mieux pour les artistes, parce que c'est un peu la même pointure que que Dominique Paula, un peu le même genre de mama italienne. Marie Dogno, une galériste, alors qu'il n'y a rien d'une mama italienne, mais qui n'a rien d'une mama, je le répète, hein, qui n'a rien d'une mama italienne, mais qui a le même cœur, la même empathie, la même humanité que les deux précités, voyez-vous, et qui a une galerie qui se balade dans Paris, ce qu'on appelle une galerie vagabonde, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un local à elle, mais qu'elle squatte des locaux, hein, qu'elle doit louer, quoi, et elle présente, ça fait 2 fois ou 3 fois qu'on va voir des expos chez elle, et on a toujours été très, très heureux d'y aller, de la rencontrer, de rencontrer les artistes qu'elle présente. Voilà, j'ai fini mon petit blabla. Et je vous rappelle que l'émission est à l'écoute sur le blog arracaille.fr et qu'on va se finir avec une grande artiste, Mélis Mel, Faut vivre, d'après Bouloudji. Salut à tous. Salut. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau, et que l'on ait plus ses 16 ans, et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre.
Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.